Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La nouvelle route de la soie en chinois, une ceinture et une route, Yidai Yilu, est lancée par le président chinois Xi Jinping depuis plusieurs années. Il est accueilli dans le monde entier, surtout dans les pays concernés, d'une façon assez chaleureuse. Mais en même temps, dans certains pays occidentaux, il y a des critiques aussi. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité exceptionnel, M. Mebrek Boukaba. Vous êtes le président d'honneur de l'Union nationale des scientifiques et technologiques algériens. Vous êtes un ingénieur algérien, mais vous avez accepté mon invitation à titre personnel. Tout à fait. Mon autre invité, c'est Teng Yifan, économiste, expert que vous connaissez bien. Il est souvent invité sur notre plateau. Il a obtenu son doctorat à Sciences Po à Bordeaux. Il a écrit plusieurs ouvrages concernant l'économie. Bonjour Teng Yifan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté aussi mon invitation. Alors, ma première question est bien évidemment à M. Boukaba. Alors, cette initiative depuis plusieurs années, l'Algérie est presque dans l'autre bout du monde pour nous, pour cette route, la nouvelle route de la soie, terrestre à la fois et maritime. Alors, comment les Algériens accueillent cette proposition? Est-ce que la coopération, dans le cadre de cette coopération, a déjà commencé? Et quels sont les résultats? En fait, la coopération entre l'Algérie et la Chine ne date pas d'hier, elle date de la révolution algérienne. La Chine est l'un des pays qui ont reconnu officiellement l'Algérie pendant la guerre de libération. C'était déjà en 1958. Et puis après l'indépendance, la Chine a été un partenaire très important pour l'Algérie, dans le domaine économique, dans le domaine médical. Je me rappelle du temps où il n'y avait pas beaucoup de médecins algériens, et c'était des missions médicales chinoises qui travaillaient en Algérie. Donc pour nous, cette coopération, cette relation, elle est tout à fait naturelle. Oui. Elle est normale, naturelle, et elle a un prolongement historique. Et depuis le lancement de cette initiative... Et même bien avant, ce sont les grandes entreprises chinoises qui ont entrepris les grandes constructions, l'autoroute, les habitations, les ponts, les trains... Les ponts, les barrages, non, les trains pas tout à fait. Mais disons que la Chine aujourd'hui, et bien avant déjà l'initiative pas tout à fait avant, mais pendant, est le premier partenaire économique de l'Algérie. La Chine est le partenaire économique numéro 1 de l'Algérie, en chiffre d'affaires et aussi en importance de projet. La nouvelle route de la soie, que moi j'appelle la route de la technologie, route de la technologie, c'est la route de la technologie et de l'économie, et c'est la route de la diminution de la pauvreté dans le monde. La route de la diminution de la pauvreté dans le monde. Voilà. Ça, c'est un témoignage que j'apporte. Je dis clairement que sans le développement de la Chine, beaucoup de pays seraient restés encore pauvres. Combien de gens auraient pu acheter un téléphone portable? Combien de gens auraient pu acheter un ordinateur si ce n'était pas la Chine qui avait écrasé les prix avec sa production extraordinaire? Donc, d'une manière ou d'une autre, elle a contribué à la diminution de la pauvreté dans le monde et elle a contribué à ramener la technologie là où il le fallait, là où il n'y en avait pas. Un ordinateur fabriqué aux États-Unis, un Apple par exemple, je suis un fervent utilisateur de Apple, dans les années 90, au début des années 90, il coûtait une fortune. Oui. Il coûtait réellement une fortune. Même en Chine, à l'époque, voilà. Ça coûtait une fortune. Et à partir du moment où la fabrication a été délocalisée en Chine, les prix ont été divisés par 5. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Chine a contribué donc à ce que la technologie aille plus loin et moins cher. Moins cher, et surtout à la portée de beaucoup plus de monde. Maintenant, pour ce qui est de votre question concernant la ceinture et la route, nous y étions avant même d'y être. Voilà, si on peut s'exprimer ainsi.
je sais qu'il y a un projet d'un grand port sur la Méditerranée en Algérie, donc en partenariat avec la Chine. Ce port serait un petit peu le bout final de la route, donc de la ceinture et de la route, qui serait longue de plusieurs milliers de kilomètres. Et ce serait le point le plus occidental donc de cette route-là. C'est un projet extrêmement important dans la mesure où l'Algérie, à travers ce port, peut également relier des pays qui sont enclavés, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, comme le Tchad, qui eux n'ont pas d'accès à la mer. Par contre, grâce à l'autoroute qui relie le nord au sud de l'Algérie, à partir de ce port-là, ces pays-là seraient également accessibles. Donc effectivement, on peut considérer que l'Algérie fait partie de ce grand projet de la route. Bon, alors Tengy Fan apparemment à cette route, de l'autre bout de la route, a quelques résultats. Mais vous savez bien, ce projet était très critiqué par les pays occidentaux. Alors, ce succès, c'est un cas exceptionnel ou c'est un cas général? Le cas de l'Algérie. Oui. En fait, il faut dire que les projets de la ceinture de la route, c'est-à-dire les projets du renouvellement de la route de la soie, ont eu des résultats positifs dans l'ensemble. Pratiquement dans tous les pays, ça a eu des résultats très positifs. L'institution de recherche américaine a essayé d'analyser l'évolution de ces projets d'infrastructure dans ces pays dites nouvelles routes de la soie. Eh bien, ils ont essayé d'observer par des satellites l'évolution de ces travaux. Par satellite par satellite, oui, parce que avec l'avancement des projets, etc., il y a plus de lumière. C'est facile à observer. De plus en plus de lumière, parce que la Chine est aidé beaucoup de pays à construire des installations d'infrastructures d'électricité, par exemple. La Chine a aidé beaucoup de pays à créer des centrales hydrauliques pour générer de l'électricité, des centrales de panneaux solaires, etc., aussi pour générer de l'électricité dans beaucoup de pays. Donc il y a plus de lumière dans ces pays. Du coup, les lumières sont plus claires maintenant quand observées par des satellites, etc. Et ce genre de travaux d'infrastructure, dans une large mesure, sont en faveur de ce que M. Boukapa a dit pour la réduction de la pauvreté. En fait, en économie, nous comprenons très bien une logique, c'est que les infrastructures servent à réduire l'écart de richesse. C'est-à-dire que vous soyez pauvre ou riche, à partir du moment où on a le même accès aux infrastructures, on bénéficie des mêmes facilités. Tout à fait. Donc c'est pour cela que l'infrastructure est un instrument important pour réduire la pauvreté, pour donner plus de facilités, surtout à la population, disons, de revenus moyens ou de revenus modérés. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que les travaux dits de la nouvelle route de la soie sont très efficaces pour réduire à la fois la pauvreté et pour promouvoir le développement économique. Parce que nous avons observé que avec l'avancement de ces projets, les activités locales, les activités économiques locales se développent beaucoup plus rapidement que dans d'autres endroits du pays. Donc, vu par satellite, ça devient une route de la lumière. Voilà. Bon, vous avez dit tout à l'heure, comme Tengy Fan a expliqué aussi, cette nouvelle route a aidé des pays de sortir de pauvreté. Mais vous savez, dans les pays occidentaux, certaines critiques concernent justement ce domaine, c'est-à-dire cette sorte de port, par exemple, investi par la Chine, il fait endetter les pays qui acceptent cette sorte d'aide. Alors, il fait tomber les pays dans le piège d'endettement. Que répondez-vous à cette critique? Bon, nous ne sommes pas du tout concernés par ce problème parce que l'Algérie n'a pas de dette. Voilà, du tout.
c'est l'un des rares pays au monde qui n'a aucune dette. Ni de la dette Ni de, venait de la Chine, route de la soie. ni d'un autre pays. Nous n'avons pas de dette. Nous sommes l'un des rares pays, et c'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs, c'est ce que nous reproche l'Occident, parce que l'Occident veut que vous soyez endettés. Mais voilà. un pays sans dette, c'est un grand succès. Nous sommes un pays sans dette. Voilà. Donc Donc, nous ne sommes pas concernés par cette préoccupation-là, cette critique-là. Mais moi, je rendrai la critique indirectement. Je vais dire que pendant les siècles derniers, l'Occident, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait colonisé les pays sous-développés actuellement. Est-ce qu'il a apporté la moindre... est-ce qu'il a apporté le moindre développement dans ce pays? Par contre, il a développé l'esclavage, il a développé la colonisation, l'exploitation des richesses, et maintenant on reproche à la Chine pourquoi elle aide ces pays-là à se développer. S'il y a quelqu'un qui ne devrait pas parler de ça, c'est bien l'Occident qui a colonisé ces pays-là. Les résultats sont là, et donc la critique, s'il y a critique à faire, c'est bien envers les pays occidentaux qui, eux, ont transformé, d'abord, ont découpé, par exemple, l'Afrique, on parlera essentiellement de l'Afrique, ont découpé l'Afrique comme un gâteau qui se sont partagés entre la France, l'Angleterre, un tout petit peu le Portugal et l'Espagne, un tout petit peu l'Italie et l'Allemagne, et puis ils se sont partagés ça, ils se sont battus à cause de ça, des guerres ont eu lieu à cause de ça, mais au final, ces pays-là, enfin cette Afrique-là, ce continent-là, il est resté pauvre, il est resté sous-développé et exploité. Voilà. Donc on devrait ne pas reprocher à la Chine aujourd'hui de faire de procéder au phénomène inverse, c'est-à-dire d'aider les populations à s'habiller, à se développer. Mais vous savez, justement, ces pays qui ont colonisé auparavant l'Afrique, maintenant accusent la Chine, à travers ce plan de la nouvelle route de la soie, lancer une nouvelle colonisation économique à la chinoise. Ce n'est pas rare, hein, ces critiques dans les médias occidentaux, il y en a beaucoup. Que répondez-vous, à part ce que vous avez dit déjà? Dans le projet, par exemple, sur ce port, il y a la moindre couleur de la colonisation. Non. Ou du néocolonialisme. Non, il n'y en a pas, et il ne peut pas y en avoir. Pour la simple raison que c'est des projets gagnant-gagnant. Ce n'est pas gagnant-perdant, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire deux parties, voilà, Chine-Algérie. Voilà, Chine-Algérie ou Chine-Mozambique ou Chine n'importe quel autre pays procèdent à des projets qui vont être rentables pour les deux. Et quand il y a gagnant-gagnant, il n'y a pas de notion de colonisation ou de néocolonisation ou de toute autre chose. Ce n'est pas le cas en Algérie. Non, ce n'est pas du tout le cas en Algérie, ce n'est pas du tout le cas, j'imagine, même dans les autres pays, parce qu'il faut être vigilant. Quand nous sommes en affaires, je suis en affaires avec vous, il faut que je sois vigilant également. Si je me laisse faire pour être gagnant-perdant, ben c'est de ma faute. Mais si les contrats sont bien étudiés et bien signés pour qu'ils soient vraiment gagnant-gagnant et pas gagnant-gagnant, il n'y a pas de raison. Parce que c'est une forme d'investissement. J'ai vu par exemple que la Chine a investi dans des ports en Grèce, a racheté des ports en Grèce qui étaient au chômage, qui étaient fermés. Maintenant qu'ils ont ouvert, ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse aussi bien pour la Chine que pour la Grèce. Maintenant, si la Chine gagne un peu plus parce que ces ports-là permettent à la Chine d'exporter également ses biens, cela ne diminue au moins à la Grèce de gagner, ou à l'Italie dans le futur. Donc moi je conçois les choses de cette manière. Si je n'ai pas la possibilité de construire un immeuble, mais que j'ai un terrain, je vais appeler l'entrepreneur qui va construire le bâtiment, et on se partage les revenus. C'est comme ça que ça se passe. Mais je dois rester vigilant. Ça ne veut pas dire que la Chine est là pour faire que du caritatif. Et d'ailleurs, ça ne serait pas bon. Il faut que ce soit des relations commerciales, des relations économiques équilibrées, où chacun doit être vigilant sur sa position, sur ses intérêts. Ding Yifan, vous savez, justement, le port grec, il y a aussi d'autres ports dans d'autres pays. Justement,
il y a une autre critique qui vient disant que la Chine occupe ces ports, c'est pour un projet secret militaire. C'est une sorte d'expansion militaire de la Chine. Que répondez-vous à ça? Non, il y a toutes sortes de critiques. Prenons par exemple le cas du port grec, Pirée. Le port Pirée était en grande difficulté. Il y a tout le temps des grèves, etc., parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'activité pour soutenir le port. Et puis, à la demande du gouvernement grec, nous avons une société chinoise qui a repris tout ça en main. Et puis, depuis, la société chinoise COSCO a investi, parce que c'est une société chinoise de transport maritime. Donc, ils ont beaucoup de marchandises à transporter, etc. Du coup, ça a rendu le port Pirée très animé. Et on a repris les activités, tout ça. Et le port grec, c'est encore plus sensible pour le monde occidental, parce que c'est tout près, la Grèce est censée être à l'origine de la civilisation occidentale. Donc, c'est très sensible. Lorsque la société chinoise était sur le point de prendre tout ça en main, eh bien, regardez la presse américaine. La presse américaine était sarcastique sur l'action chinoise en Grèce. Il disait que les Chinois vont venir avec des moyens médiévaux. Oui, avec des moyens médiévaux. Ils n'ont pas visité pour gérer un port avec des équipements, je ne sais pas, de plusieurs siècles d'avant. C'était plein de choses. Et puis après, depuis que le port a été repris par cette société chinoise, il est en pleine boue. Mais en plus, entre-temps, il y a eu une succession de gouvernements en Grèce. Donc, à certains moments, on avait peur qu'avec le changement du gouvernement, le gouvernement successif va remettre en cause les contrats signés avec ça. Mais au contraire, tous les gouvernants ont suivi les règles et finalement, la concession a été prolongée jusqu'à 99 ans. Oui. Non, parce que c'est devenu un port tellement apprécié que maintenant c'est devenu l'un des ports, ou pratiquement le port le plus animé de la Méditerranée. Et ça crée beaucoup d'emplois à la Grèce. Et maintenant, les Grecs veulent tous entrer dans la société chinoise, travailler. Depuis que le port Pirée a été repris par cette société chinoise, il n'y a jamais eu de grève. Mais en plus, je suis allé visiter ce port, il n'y avait que 7 Chinois pour gérer tout ça. Ce sont des Grecs. Ce sont des Grecs, des milliers et des milliers de Grecs. Il n'y avait que 7 Chinois, qui sont bien sûr des administrateurs, ce font partie de l'administration. Ou des techniciens. Ou des techniciens, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est tout. C'est curieux, hein, il n'y a pas de reportages occidentaux dans les médias pour expliquer avant et après le changement de ce port. Si, par exemple, la technologie chinoise médiévale est à ce point avancée, on pourrait douter de l'avancement technologique européen. Parce que ça montre que même le moyen médiéval chinois est supérieur à celui d'aujourd'hui. Bon, une autre question. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont lancé un plan Marshall pour aider l'Europe. Aujourd'hui, on sait tout ce qui est derrière. Aujourd'hui, on peut expliquer que la situation aujourd'hui entre les États-Unis et l'Union européenne commençait à se fissurer. Voilà. Alors, il y a des médias occidentaux qui comparent le plan Marshall avec cette initiative de la ceinture à la route. Alors, que répondez-vous? Qui est-ce qui veut répondre? D'abord, il faut savoir, est-ce que les Occidentaux trouvent les Européens, est-ce que le plan Marshall pour eux était utile ou pas, d'abord? Parce que quand on compare quelque chose à quelque chose, il faut savoir, est-ce qu'on le note positivement ou négativement? Moi, de ce que je sais, c'est que le plan Marshall a permis à l'Europe de se développer après avoir été complètement détruite par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un plan positif.
S'il est positif, et si on le compare à la route nouvelle route de la soie, ça veut dire que la nouvelle route de la soie est aussi positive. Donc il s'agit de savoir pour eux, est-ce que c'est positif ou pas. Ils veulent dire... Le mot plan Marshall, dans le subconscient et dans le vocabulaire des Européens de l'après-guerre, ça veut dire c'est le développement. C'est le développement parce que l'Europe était complètement anéantie, à l'exception de la France qui ne l'a pas été pour d'autres raisons. C'est aussi un peu le contrôle, comment dirais-je, la supériorité américaine, non? Il y a une différence entre le plan de Marshall et la nouvelle route de la soie. C'est que, oui, c'est un instrument de développement, comme dit Boukhara a bien signalé. C'était un instrument de développement, c'est un instrument de développement très important dans les deux cas. Mais la différence, c'est que pour le plan de Marshall, ce sont les Américains qui avaient imposé plus ou moins le plan de développement pour tous les pays. Parce qu'à l'époque, les Américains ont demandé à tous les pays récipients du plan de Marshall d'organiser un commissaire général du plan. C'est le cas de la France. Ils ont exigé de ces pays qu'il y ait ou qu'ils créent une institution de planification. Alors qu'ils critiquent complètement maintenant la planification, mais à l'époque, ils exigeaient que tous les pays récipients établissent une institution de planification pour cela. Et puis le plan est fait non pas par les pays récipients, mais le plan est fait par les Américains. Tandis que dans la nouvelle route de la soie, les projets conjoints ont été proposés et discutés entre les deux, entre les investisseurs chinois et le gouvernement local. C'était toujours... C'est-à-dire c'est égal, égal. Ce sont des initiatives conjointes. C'est toujours des initiatives conjointes, des discussions conjointes, etc. À aucun moment de la construction, la société chinoise ne va imposer sa volonté, etc. Parce que, en fait, on veut que le projet de développement soit vraiment au service du développement de l'économie locale. L'objectif n'est pas de répondre à l'influence chinoise, parce que, en fait, ça ne sert à rien. On veut que l'économie locale se développe pour rendre la prospérité globale. La prospérité globale est finalement bénéfique à l'expansion chinoise, au développement de à tout le monde. Oui. L'Algérie et la Chine, c'est en fait deux pays très différents. Nous avons des croyances religieuses différentes, nous avons l'histoire différente, même race, nous sommes différents, tout est différent. Alors, il y a encore une sorte de critique occidentaux disant que ce projet, une ceinture et une route, c'est une exportation de l'idéologie chinoise, une sorte de soft power pour influencer les pays qui accueillent ce projet. Est-ce que c'est le cas? Le peuple algérien est très particulier sur ce plan-là. Il n'accepte aucune ingérence étrangère. Aucune. Très Nous sommes complètement allergiques à toute ingérence étrangère. Quelle qu'elle soit. Ça, c'est comme chez les Chinois. Y compris les bonnes ingérences. On ne les accepte pas. Voilà. Ni la bonne, ni la mauvaise. Donc, dès qu'il y a ingérence étrangère, nous rejetons complètement ceci. Ensuite, vous dites que nous sommes très différents, peut-être sur le plan de l'ADN, mais pas sur le plan du parcours de l'histoire. En fait, l'Algérie et la Chine connaissent des phases historiques un peu comparables. Exactement. Un peu comparables. Donc, la Chine a connu une décadence importante, donc au XIXe siècle. Et l'Algérie a connu le colonialisme le plus abject, également au XIXe siècle et la moitié du XXe siècle. Ensuite, vous avez connu le communisme. Nous avons connu le socialisme. À l'indépendance, nous étions un pays socialiste, donc économie planifiée. Voilà. Donc, vous, ensuite, en 1980,
vous êtes ouvert à l'économie, une sorte de réforme, une réforme économique. Et nous avons fait de même. Et c'est aussi en 1980. Donc nous avons opté pour une économie de marché en 1980. Il y a ce cheminement. Ensuite, en 1991, 1990, nous avons commencé des réformes économiques et structurelles importantes. La Chine aussi. La Chine aussi. Donc il y a un certain parallèle. Ensuite, ce qui peut nous unir, malgré nos différences, c'est la grande amitié entre les deux peuples. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a cette amitié? C'est pour des raisons historiques. L'histoire, c'est les non-alignés. Oui. Les non-alignés, nous étions dans ce même mouvement mondial, donc des non-alignés. Il y a un grand parallèle. Donc nous ne trouvons pas cette relation, comme vous dites, de domination. Nous ne la voyons pas comme ça. D'abord parce que nous ne sommes pas du tout concernés par toutes sortes de domination. Voilà. D'accord. D'ailleurs, l'Algérie, c'est l'un des pays qui ont soutenu la Chine pour rentrer dans l'ONU. Dans l'ONU, oui. Ce qui est vraiment extraordinaire. Oui, voilà. Voilà. Bon, Ding Yifan, vous savez, vous voyez, cette initiative, la nouvelle route de la soie, est soutenue par les pays concernés. Mais les pays occidentaux, surtout les États-Unis et les pays européens, qui ont une réserve très très évidente, même si je ne dis pas contre. Oui. Non, les États-Unis ont exprimé clairement une volonté d'aller à l'encontre de la nouvelle route de la soie. Et tout dernièrement, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, le département d'État américain avait même envoyé une dizaine d'équipes de travail à travers le monde pour essayer de saboter les projets de la nouvelle route de la soie. Vous cherchez les points négatifs de ce projet. Pour essayer de persuader les gouvernements récipients des projets et de ne pas accepter ou de renier à leurs engagements avec la Chine. Sans rien proposer d'autre. Sans rien proposer d'autre. Voilà. S'il y a quelque chose en échange, on veut bien voir ça. Jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump n'a rien proposé concernant... Oui, en échange, ils n'ont rien... Parce que fiscalement, les Américains sont en grande difficulté. Ils n'ont pas la capacité d'apporter de l'assistance, surtout les moyens techniques ou financiers pour aider les pays à se lancer dans la construction des infrastructures. Mais ce n'est pas dans leurs coutumes, ce n'est pas dans leurs habitudes. Non. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. La mondialisation, dans le concept occidental, c'est que les richesses aillent des pauvres vers les riches. C'est ça le concept de la mondialisation. Alors que la vraie mondialisation, c'est qu'il y ait un genre de vase communicant pour que la richesse se répartisse. Et le bien-être, la santé, parce que c'est quoi la richesse? C'est pas de l'argent, c'est les conditions de vie des citoyens, c'est le niveau de développement, ce projet justement c'est l'éducation. C'est pour aider les pays sous-développés pour trouver un chemin de s'enrichir. Les pays sous-développés ne le sont pas vraiment. Il suffit de leur laisser leurs ressources. Elles leur suffisent largement pour se développer. Et ce projet peut les aider? Sûrement. Je suis persuadé de ça. Bon, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus le temps. Et merci beaucoup, Monsieur Boukaba. C'est très gentil d'être venu et j'espère que vous reviendrez plus souvent sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Et merci, Ding Yifan. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience et à la prochaine.